Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Je suis Dr Adnan Halim Salem et on va voir ensemble notre premier cours du module Chimie 2 intitulé Thermodynamique. Cette présentation est destinée aux étudiants de la première année classe préparatoire des sciences et technologies. On commence tout de suite avec le premier chapitre sur les notions générales en thermodynamique. À la fin de ce cours, vous allez connaître quelques définitions basiques sur cette discipline. Donc, la thermodynamique, du grec thermos qui veut dire chaud et dynamikos qui veut dire puissant, c'est une science qui étudie les échanges de matière et d'énergie qui ont lieu entre un milieu matériel qu'on va appeler système et son environnement qu'on va appeler milieu extérieur, au cours d'une transformation appelée aussi évolution. Donc, la thermodynamique classique s'intéresse à des systèmes macroscopiques dont leurs définitions sont données ci-après. Un système thermodynamique est une portion spécifique de l'univers que l'on choisit d'analyser. Il peut s'agir d'un objet, d'un dispositif ou d'une région de l'espace. Le système est délimité par une frontière qui peut être réelle ou imaginée. Il peut échanger de l'énergie et de la matière avec son environnement. Donc, le milieu extérieur, c'est tout ce qui entoure le système et qui n'est pas inclus dans la frontière du système. Donc, le milieu extérieur peut influencer le système par des échanges d'énergie sous forme de chaleur ou des travaux, et aussi avec de la matière. Et par convention, tout ce que le système reçoit de l'extérieur est supérieur à zéro, c'est-à-dire de signe positif, et tout ce qui cède, qui dégage à l'extérieur est de signe négatif. Lors des échanges d'un système possédant son énergie interne et l'extérieur, on distingue les transferts de matière et les transferts d'énergie sous forme de chaleur et de travaux. Ces considérations permettent de définir trois types de systèmes, savoir le système ouvert qui permet les échanges d'énergie et des matières avec le milieu extérieur. On a le système fermé qui permet les échanges d'énergie mais pas d'échange de matière avec le milieu extérieur. Et on a aussi le système isolé qui n'effectue aucun échange avec le milieu extérieur, ni en termes d'énergie, ni en termes de matière. Du système fermé, on peut faire une classification des caractéristiques suivant sa nature. Donc on a ce tableau qui illustre la classification. L'état d'un système est défini par un ensemble de conditions spécifiques qui le caractérisent à un moment donné. Ces conditions peuvent inclure des propriétés telles que la température T, la pression P, le volume V et la quantité de matière N et d'autres propriétés pertinentes. L'état d'un système est entièrement déterminé lorsque ces propriétés ont des valeurs spécifiques. Dans la vie courante, on utilise l'échelle de température en degrés Celsius, mais en thermodynamique, il est nécessaire d'adopter une échelle de température absolue, exprimée en Kelvin. Le symbole est K. On a 0 degré Celsius qui est égal à 273,15 Kelvin. On a l'unité de pression dans le système international et le pascal. Un pascal, c'est 1 newton sur 1 mètre carré. C'est une force divisée par la surface sur laquelle elle s'exerce. Notre unité couramment utilisée est le bar, qui est égal, un bar est égal à 10 puissance 5 pascal. On a aussi l'atmosphère, une unité de moins en moins employée. Un atmosphère est égal à peu près 1,013 10 puissance 5 pascal, qui est égal aussi à 760 mm mercure. Les caractéristiques d'un système se divisent en deux catégories distinctes. On a les variables d'état extensives, telles que la masse, le volume, la quantité de matière, l'énergie, etc. Ils sont proportionnels à la taille du système et elles présentent une nature additive. On a aussi les variables d'état intensives comme la pression, la température, ils demeurent indépendants de la taille du système. Les variables d'état intensives non additives sont définies en chaque point du système. Et notez bien que le rapport de deux grandeurs extensives donne une grandeur intensive. On a ici quelques exemples avec la masse volumique et le volume molaire. La variation d'une fonction d'état f, définie par un ensemble de variables d'état au cours d'une transformation entre un état initial E1 et un état final E2, ne dépend que de l'état du système E1 et E2 et non du chemin suivi. Donc on va noter delta f, l'évolution totale de la fonction d'état f. On va noter aussi df, pour sa variation pour une transformation infinitésimale. Ça veut dire que les deux états initial et final sont très proches. Donc, en intégrant sur un chemin de transformation A ou B, il vient delta f qui est égal à f de moins f1.
c'est-à-dire l'évolution d'un système en deux états selon deux chemins de transformation différents, pour une variable qui est une fonction d'état. Et lorsque cette transformation ramène le système à son état initial, ça veut dire delta f est nul. Dans le cas d'une fonction d'état, nous sommes en présence d'une différentielle totale exacte, car df donne par intégration delta f, un résultat ne dépendant que des états initiaux et d'état final. Par exemple, on a l'énergie interne, l'enthalpie H et l'entropie S. On verra ces définitions dans les chapitres à venir. Sur le plan mathématique, l'expression d'une différentielle totale exacte, qui est une fonction des variables x et y, peut être formulée comme suit. On a les variables qui ne sont pas fonctions d'état. Une variable f' ne se qualifie pas en tant que fonction d'état lorsque la variation entre deux états dépend du parcours spécifique emprunté. Par exemple, on a le travail, on a aussi la chaleur. Sa modification au cours d'une transformation infinitésimale est symbolisée par delta f'. Il s'agit d'une différentielle totale inexacte. Donc l'intégration de la petite quantité delta f' distincte de d est notée petit delta entre les états E1 et E2 est influencée non seulement par les états initial et final, mais également par le trajet suivi, par le chemin suivi. Donc c'est un aspect qui doit être spécifié. On a ce schéma qui illustre l'évolution d'un système entre deux états selon deux chemins de transformation différents pour une variable qui n'est pas fonction d'état. En conséquent, f', chemin A et f', chemin B peuvent être différentes. Nous obtenons la valeur de son évolution par la relation suivante. D'accord? Et le résultat du calcul est simplement noté f' en omettant delta qui se rapporte en fonction d'état. On passe maintenant aux transformations. Donc en thermodynamique, une transformation fait référence à tout processus au cours duquel un système subit un changement d'état, donc de conditions ou des propriétés physiques. Donc ces transformations peuvent être classées en différentes catégories en fonction des conditions dans lesquelles elles se produisent et des changements observés dans le système. On a la transformation isobare. C'est une transformation au cours duquel la pression du système reste constante, tandis que d'autres variables telles que le volume et la température peuvent varier. On a aussi la transformation isochore. Dans cette transformation, c'est le volume du système qui reste constant, tandis que la pression et la température et d'autres variables peuvent changer. On a aussi isotherme, c'est la température du système qui reste constante pendant cette transformation, tandis que d'autres variables telles que la pression et le volume qui peuvent varier. Et dernièrement, on a la transformation adiabatique, c'est une transformation se produit sans échange de chaleur entre le système et son environnement. Cela signifie que la quantité de chaleur dans le système reste constante. Une transformation peut être réalisée selon deux chemins, un chemin réversible et un chemin irréversible. Pour le chemin réversible, dit aussi une transformation quasi-statique. Donc le système est à l'équilibre à chaque étape de son évolution. Lors de la transformation inverse, dans le sens opposé, le système il repasse par les mêmes points, les mêmes états intermédiaires. C'est un cas idéal qui ne peut être qu'approché car il suppose une évolution infiniment lente. Une transformation irréversible est un processus spontané, rapide, brusque, qui ne peut être interrompu ni inversé. C'est effectivement le scénario observé dans les transformations réelles naturelles. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans une nouvelle présentation pour la suite du chapitre.